Disneyland est un lieu de joie, de bons moments passés ensemble à s'amuser et de découverte. Enfin oui, ça c'est la plupart du temps à Disneyland, car il arrive parfois que la joie retombe et que de tragiques accidents aient lieu. Un accident comme celui que je vais vous raconter aujourd'hui, sans doute parmi les pires accidents qu'un parc Disney ait connu, l'accident Columbia. C'était la veille de Noël, le 24 décembre 1998. Une journée ordinaire à Disneyland en Californie, où de nombreuses familles et de nombreux amis s'amusent ensemble dans ce lieu enchanté. Luan, fille Dawson, 33 ans, et sa femme Lieu Thu Vong, 43 ans, avaient préparé ce séjour de 10 jours depuis des mois, eux venant de loin, près de Seattle dans l'état de Washington, pour faire découvrir le parc à leurs fils et petits-fils. Alors qu'ils attendaient sur le quai du Rivers of America, la rivière de Frontierland, pour embarquer à bord du Sailing Ship Columbia, une attraction inaugurée du temps de Walt, un taquet en métal servant à tenir les cordes se décroche violemment du bateau et à toute vitesse est projeté dans la foule. Le taquet heurte une cast-member et frappe les deux adultes à la tête devant leur famille et les autres visiteurs terrifiés, qui pouvaient observer les visages ensanglantés et défigurés du couple gisant à terre. L'attraction ferma pour le reste de la journée avec un panneau en son entrée stipulant « Rivière en construction ». Les guests pouvant continuer à s'amuser dans le reste du parc. Autre hic, pendant cet accident, la police d'Anaheim mit 4h30 pour arriver sur les lieux. Un long moment qui laissa le temps à Disney de nettoyer la scène de crime, non pas pour cacher des preuves comme on pourrait le penser, mais surtout pour éviter d'infliger cette scène sanglante aux autres visiteurs du parc, curieux qui passaient par là. Ce retard, vous l'imaginez, embarrassa beaucoup la police d'Anaheim qui, afin d'éviter à nouveau une erreur comme celle-ci, installa un membre du département de la police d'Anaheim perpétuellement à Disneyland afin de réagir rapidement en cas de problème. Quant aux victimes, la cast-member souffra de plusieurs blessures aux pieds. La mère, quant à elle, se retrouva blessée et souffrant au visage d'une défiguration sévère et d'une paralysie partielle. Une chirurgie plastique dut être effectuée. Quant au père, victime d'un traumatisme crânien, c'est après 2 jours d'hospitalisation où il fut gardé artificiellement en vie qu'il fut débranché et déclaré cérébralement mort. Après enquête, Disneyland paya une amende de 12 500 $ à l'État de Californie et plus de 25 millions de dollars de dommages et intérêts à la famille du défunt. Ce n'est pas le premier accident à Disney, ni même le premier accident mortel, mais en 43 ans d'existence, c'était le premier accident mortel non pas dû à la négligence des visiteurs, mais à celle du parc. L'enquête réalisée par la police de Californie révéla que l'accident était dû à un manque de respect des procédures de sécurité de la part de l'employé en charge. Elle aurait attaché le cordage au taquet avant que le bateau ne se soit arrêté. Cette manœuvre ne servant normalement qu'à maintenir le bateau au quai et non à l'arrêter, le taquet s'est décroché sous la pression de la corde qui agit comme un élastique dû à la vitesse du bateau. Cet accident serait donc dû à un manque de pratique, de vigilance et de communication entre les cast-members de l'attraction. Disney aurait aussi confié en ce poste une responsabilité trop grande à un cast-member pas assez formé pour cela. Cette incompétence du cast-member est due à une mauvaise formation de la part de Disney qui souhaitait faire des économies. Aussi, d'après plusieurs cast-members de l'époque, le bateau se faisait vieux et manquait d'entretien. Le bois s'usant à vue d'œil et plusieurs trous se formant dus à la pourriture. Tiens, un bateau pas entretenu, ça me rappelle un cousin français, ça. Ainsi, la corde aurait dû normalement se défaire et le taquet aurait dû rester fixé et ne pas céder à la pression grâce à ses 4 boulons. De plus, Disneyland avait ignoré diverses demandes de maintenance par rapport à cette attraction. Apparemment, la gestion du parc était au courant que les cordes en nylon actuellement utilisées étaient beaucoup moins sûres que les anciennes cordes en chanvre de l'attraction, mais ils n'ont rien fait. Un taquet mal fixé et une corde de mauvaise qualité seraient donc aussi, avec l'incompétence du cast-member, la cause de cet effroyable accident. À cette époque, l'entretien du parc était très critiqué par les fans et les employés de Disneyland. Même si Disney démentait cette baisse d'entretien, les tâches qui étaient autrefois faites chaque jour étaient maintenant faites que 2 fois par semaine, et d'autres qui étaient faites toutes les semaines étaient maintenant faites seulement tous les mois. En général, les travaux de réparation avaient été vus à la baisse. Cette baisse de qualité dans la gestion de Disneyland était surtout reprochée à un homme, Paul Pressler. Paul Pressler a d'abord évolué dans la compagnie dans les années 80 où il était gérant des produits dérivés, puis en tant que directeur des magasins Disney Store. C'est d'ailleurs le succès de son travail à ce poste, les Disney Stores se multipliant à travers le monde et devenant à la fin des années 90 aussi rentables que les films d'animation, qui pousse le 7 novembre 1994 notre cher Michael Eisner, PDG de la Walt Disney Company, à nommer Paul Pressler directeur de Disneyland Inc. Bon, Disneyland Inc. ça veut dire ça, mais avec mon anglais on va éviter. C'est-à-dire à la tête de la gestion de Disneyland en Californie. À cette époque, Disneyland avait besoin d'un coup de fouet. Des énormes sommes étaient investies dans les attractions, mais pourtant la fréquentation, elle, stagnait chaque année.
Paul Pressler est donc mis à ce poste pour relancer le tourisme de Disneyland comme il l'avait fait avec les Disney Store. Et Pressler comptait bien le faire sans mettre des millions dans des nouvelles attractions comme dans le passé. Et si d'un point de vue rentabilité, il réussit à ce que le parc se porte mieux, du point de vue qualitatif, beaucoup de personnes grincent des dents. C'est durant sa présidence qu'on est passé du simple parc familial du tonton Walt à l'énorme complexe touristique à la Walt Disney World, avec l'ajout de 10 000 nouvelles places de parking, un nouveau parc à thème, une rethématisation de l'hôtel original, l'achat d'un autre et la construction d'un dernier, et n'oublions pas la mise en place du Downtown Disney, la zone commerciale avec ses restaurants, boutiques et autres, tout pour bien consommer. Avec tous ces changements, Disneyland change de nom et devient alors Disneyland Resort. Vous l'avez compris, de nombreux et gros changements sont faits sous la présidence de Paul Pressler, qui transforme profondément Disneyland. Et d'un point de vue économique, c'est plutôt positif, puisque le resort connaît des records de profit. Mais à quel prix? En effet, Paul Pressler effectue des économies partout où il peut. C'est simple, chaque espace de Disneyland doit être rentabilisé et faire du profit. Les coûts de maintenance sont réduits au minimum légal, on attend que les attractions et infrastructures du parc dysfonctionnent et seulement à ce moment-là on les répare. Une réduction progressive des restaurants à service complet dans tout le parc est effectuée, les animations dans le parc sont elles aussi réduites et les produits de consommation sont très augmentés, avec par exemple des chariots ambulants vendant divers snacks et produits dérivés partout dans le parc. L'attention est portée sur la prolifération du merchandising en plus de l'augmentation des prix dans le parc. C'est simple, les cast members considéraient que le parc était devenu une sorte de géant centre commercial avec en bonus quelques attractions. Un exemple concret est celui des kaléidoscopes de Main Street. Vous savez, ces petites machines qui permettaient de voir une courte animation, on en avait dans le pré-show de Art of Animation ou à Disney Studios. Eh bien, en Californie, ces petites machines étaient présentes à Main Street où elles avaient parfaitement leur place puisque datant de l'époque de ce land. Eh bien, elles furent enlevées pour y mettre à la place des peluches Mickey. Bah oui, au moins, les peluches Mickey, ça rapporte de l'argent. Ce qui faisait l'âme du Disneyland original, les petits détails et les petites activités, étaient maintenant changés par les goodies qui font aujourd'hui le plaisir des influenceurs Disney. Un approvisionnement infini de produits homogènes. Des produits homogènes mettant en avant la marque Disney et remplaçant dans les boutiques les expériences de shopping uniques puisque souvent les produits en vente étaient en lien avec l'univers de la boutique et du land. Alors qu'avant, Disneyland favorisait la vente de produits exclusifs dans son parc, Paul fit importer les produits des Disney Store avec encore l'étiquette Disney Store dessus. Mais il faisait coller à côté l'étiquette Disneyland avec marqué bien sûr un prix plus faible. On est un marketeur ou on l'est pas, hein. Et cette vision de Disneyland se concrétise vraiment avec la construction du deuxième parc de Disneyland Resort, Disney California Adventure, où sur décision du prestidigitateur du merchandising Paul Pressler, qui est en charge du développement, le soin est plus apporté aux restaurants et boutiques plutôt qu'aux animations et attractions. Il s'occupait aussi du budget du parc et sur le milliard qui était normalement prévu pour Disney California Adventure, une grosse partie fut en fait confiée à la construction du nouveau parking, du Downtown Disney et du Grand Californian Hotel. Ce qui fait que moins de la moitié de la somme fut réellement destinée au parc, ce qui s'est, sans surprise, ressenti à l'ouverture avec un aspect très cheap. Le parc sera considéré comme affreux et fera un vrai fiasco. En parlant de fiasco, on lui doit aussi le New Tomorrowland, une grande réhabilitation d'un Tomorrowland vieillissant qui vit la fermeture de plusieurs attractions, mais ce sujet-là j'en ferai une vidéo dédiée plus tard. Dans sa quête d'économie, il a même tenté de retirer une réduction qui était faite pour les personnes handicapées, mais face aux réactions violentes que suscita cette décision, il se ravisa. Ce gars, c'est vraiment la caricature du patron qui pense qu'au profit, il s'attaque même aux handicapés. Toujours avec la motivation de baisser les frais de gestion du parc, on demanda aux cast members du resort de laver eux-mêmes leurs costumes. C'est d'ailleurs ce même personnel qui sera diminué. Diminution qui entraîna un ralentissement des attractions et donc une augmentation des files d'attente, ce qui pousse les visiteurs à se raviser vers les boutiques pour s'occuper. C'est à ne pas se tromper puisque les ventes des produits connaissent des résultats excellents. Logique. Bref, on est loin du souci du détail qu'on avait du temps de Walt, et cette période voit beaucoup d'indignation du côté des cast members et des fans qui voient tous ces changements comme une menace des normes d'excellence normalement élevées des parcs Disney. Pour preuve, les fans du parc s'unissent pour la création d'un site nommé Promote Paul Pressler, afin de faire virer ce dernier. Ça rigole pas. Les passionnés de Disney peuvent être assez déterminés quand on dénature le bébé de Walt, et leur haine de Paul Pressler est encore aujourd'hui assez grande. L'accident Columbia est l'apothéose de la mauvaise gestion du parc, l'accumulation de négligence ayant amené à ce drame. Quant à Paul Pressler, après sa gestion assez controversée de Disneyland et ce tragique accident, vous devinez facilement ce qui lui est arrivé. Eh bien, il est promu en 98 au poste de directeur de Walt Disney Park and Resort, c'est-à-dire de tous les parcs Disney du monde. Et bah oui, ça paraît étonnant, mais ses résultats financiers étaient excellents, Disney n'avait pas à se priver d'un tel businessman. En effet, la campagne dirigée par les fervents partisans de Disneyland ne suffit pas à déranger Paul Pressler qui avait quand même présidé 2 des saisons les plus réussies de Disneyland.
Et même avec plusieurs petits scandales, ça ne suffit pas à dérailler l'énorme machine qu'est la Walt Disney Company. Les réductions agressives des coûts de gestion de Pressler étaient devenues sa marque de fabrique qu'il comptait bien appliquer à tous les parcs Disney. Les gestionnaires étaient ravis des économies réalisées et les fans des parcs Disney étaient exaspérés du manque de création et du nombre croissant des attractions tombant en panne ou fermant tout simplement. Faut savoir qu'à cette époque, le big boss de Disney, Michael Eisner, avait peu de considération pour les responsables des parcs. Pour lui, le succès des resorts était plus dû au travail et la passion des Imagineers qu'à celui des dirigeants des parcs qu'il traitait de singes. Ouais, carrément, il les traitait de singes, mais bon, c'est Eisner, hein. Je pense qu'on va souvent en parler sur cette chaîne, car c'est un sacré personnage. En plus de ça, Michael Eisner avait beaucoup de considération pour Pressler, qui était son petit favori. Pour preuve, dans son autobiographie, Michael Eisner parle de Pressler comme un leader naturel charismatique doté d'un fort instinct créatif. Pressler allait pouvoir calquer sa vision des parcs Disney loin du divertissement et de la magie de Walt sur tous les resorts Disney du monde. C'est même sans doute ce qui a séduit Eisner qui aimait s'éloigner du fantôme de Walt. Pour tout vous dire, Michael Eisner trouvait Paul Pressler tellement brillant que les rumeurs voulaient qu'il le choisisse comme successeur à la tête de la compagnie. Vous imaginez l'horreur? Paul Pressler, PDG de la Walt Disney Company? Toutefois, une fois à la tête de Park & Resort, la politique de gestion de Paul Pressler qui fit succès à Disneyland ne correspondait pas aux autres resorts et les différents problèmes qu'il a provoqués au parc de Californie le rattrapent. Même si Paul Pressler est doué sur le court terme, sur le long, ce qu'il construit se casse. Les Disney Stores sont en faillite et les parcs connaissent des baisses de fréquentation. Quant à Disneyland, si le bénéfice lui augmentait, la fréquentation elle baissait. Et si cette stratégie porta ses fruits sur le court terme, sur le long, le parc connut une des plus importantes chutes de fréquentation de son histoire. Les visiteurs s'étant lassés de cette baisse de qualité alors que le tarif restait le même. C'est d'ailleurs pendant cette période de désertion des parcs, aussi due à plusieurs facteurs comme le 11 septembre, que des grosses réductions sur les passeports annuels ont lieu pour essayer d'attirer les visiteurs avec un tarif attractif puisque rentable dès la 3e visite. Une bonne idée qui se révéla vite être une balle dans le pied puisque les visiteurs pouvant venir autant de fois qu'ils le souhaitaient dans l'année, ils pouvaient donc observer la détérioration du parc. Comme des détritus restant pendant plusieurs jours par terre, certains même flottant au milieu de l'eau, le remplacement de vraies vaisselles par celles en plastique, des peintures qui s'écaillent, bref, des petits détails pour vous, mais pour les fans, ça veut dire beaucoup. Paul Pressler décide alors en 2002 de démissionner pour rejoindre la marque de vêtements Gap. Je trouve que ça représente vraiment le manque d'intérêt que Pressler avait pour la marque Disney de passer d'une société de divertissement à une simple marque de vêtements. Et coup du destin, 5 ans plus tard, il sera viré de Gap pour des résultats trop en baisse. Bon, ne tombons pas dans la caricature. Paul Pressler fut très doué pour les Disney Store et la branche Consumer Product de la compagnie où il fut même assez innovant. Il n'était pas le mal incarné ou complètement stupide comme les fans peuvent le représenter, mais n'avait simplement pas compris Disneyland. C'était un homme charismatique et il fit ce pourquoi il était embauché, maximiser le profit. Et en tant que directeur de Disneyland, Paul Pressler réussit ce but et eut beaucoup de succès. Mais si sur le plan économique tout baignait, sur le plan créatif c'était plus compliqué, comme vous vous en doutez. Cet équilibre entre la créativité et l'économie, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez Disney et qui est primordial. Avant d'en devenir le président, Pressler n'avait jamais été à Disneyland, et il était très loin de la vision de Walt du parc. Il n'était pas familier avec les valeurs de Disneyland, il venait des boutiques et ça se voyait dans sa façon de mettre en avant les produits dérivés. Il ne faut pas oublier aussi qu'on ne peut pas savoir si le modèle économique de Paul Pressler ne serait pas tout de même arrivé avec un autre directeur. On ne peut pas savoir si les actions de Paul sont entièrement de sa faute ou juste le résultat de l'évolution normale de Disneyland. Un exemple, c'est qu'à l'époque, la place maximale du parc était atteinte et il restait peu d'emplacements où construire de nouvelles choses ou agrandir le parc. Il fallait donc essayer de nouveaux modèles économiques pour faire tourner le parc, ce que Pressler a fait. Surtout que cette évolution économique-là, on a pu l'observer dans les autres resorts. Je sais pas vous, mais dans la description du Disneyland de Pressler, beaucoup plus axé marketing, je vois une grande ressemblance avec les parcs Disney actuels. Disneyland Paris aussi au début vendait des produits en lien avec la thématique des restaurants, des boutiques ou du land où il se trouvait. Aujourd'hui ce sont juste des t-shirts, des peluches et des mugs. Je vais prendre un seul exemple mais qui sera déjà assez parlant, mais vous voyez la boutique Main Street Motors sur Main Street? Eh bien le thème de cette boutique c'est l'automobile puisque c'est censé être un garage du début du siècle. Eh bien en 92 à l'ouverture du parc, la boutique vendait vraiment des voitures d'époque, c'était possible d'acheter une voiture de 1911. Et toute la boutique, c'était un mini musée sur l'automobile du début du siècle, les débuts de l'automobile. Et il y avait vraiment une ambiance garage automobile quand on y entrait. Et du coup c'était hyper intéressant. Et maintenant cette boutique c'est quoi? Un magasin de vêtements. Et ouais, c'est plus dur de vendre une voiture d'époque à 100 000 € plutôt qu'un bonnet Tigrou à 15 €. Et pour les passionnés d'automobile et le respect du land, tant pis.
Donc même si Paul Pressler n'est plus chez Disney depuis une vingtaine d'années, sa philosophie et sa vision des parcs Disney se retrouvent fortement dans l'état actuel des parcs. Une philosophie moins authentique et qui manque d'âme. Pour revenir au sujet de la vidéo, l'accident Columbia fit pas mal de bruit à l'époque et suscita un débat national sur la sécurité des parcs d'attractions, ce qui poussa l'État de Californie à renforcer les réglementations concernant les parcs d'attractions. En raison de cet accident, Disneyland a par la suite apporté plusieurs modifications à la façon dont il exploite les attractions, adoptant les signaux de sonnerie, modifiant les procédures d'amarrage sur le Columbia et révisant toutes ces procédures de conduite. Disney a également ramené des opérateurs principaux sur la plupart des manèges, un poste expérimenté qui avait été progressivement supprimé sur de nombreuses attractions, y compris le Columbia. L'accident toucha une famille qui voulait simplement passer du bon temps en famille et faire découvrir à leur petit-fils l'endroit le plus joyeux sur Terre. Et cela est l'exemple qu'une bonne gestion du parc est indispensable, la qualité devant prendre le pas sur les économies.